La réduction des endomorphismes. Dans ce chapitre-là, ici, dans le sous-chapitre, sous-partie. La première, c'est un rappel et un complément d'algèbre. On va voir donc la somme de sous-espaces vectoriels, somme directe et le théorème de caractérisation par les bases. Ensuite, on va voir et définir les sous-espaces vectoriels stables par un endomorphisme. C'est une notion très importante. Donc, comme on travaille sur les endomorphismes, on va voir ce qu'est un endomorphisme stable. Et une partie importante, donc, c'est le polynôme d'un endomorphisme, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique. On va définir ce qu'est un polynôme d'un endomorphisme. Et puis le polynôme minimal. Et enfin le polynôme caractéristique. Et donc à la fin, on va voir les éléments propres d'un endomorphisme. Et enfin, comment c'est la diagonalisation et la trigonalisation qui sont le but final de cette leçon-là, de ce chapitre. Pour nous, je vais commencer maintenant donc par la troisième partie. Et puis on va voir, donc on commence par définir ce qu'est polynôme d'endomorphisme, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique. En ce qui concerne le polynôme d'un endomorphisme, on se place dans un cas espace vectoriel de dimension quelconque, elle peut être infinie ou infinie, et on se prend un endomorphisme U allant de E dans E, bien sûr. C'est une application linéaire, telle que l'espace d'arrivée coïncide avec l'espace de départ coïncide avec l'espace d'arrivée, donc c'est E. Et on prend un polynôme, donc A de X, ensemble des polynômes, et il s'écrit bien sûr sous la forme de une somme de k égale à 0 jusqu'à n de ak xk. Ici, si on veut éclater l'expression a0 plus a1x plus a2x carré plus jusqu'à n xn. C'est une somme, et ici, le x, il s'appelle l'indéterminé. L'indéterminé. Bien sûr, et les a0, ce sont les coefficients, et bien sûr, an, si ce x-là, xn, est différent de 0, on l'appelle le coefficient dominant. Bien sûr, ça, c'est général. C'est un polynôme. Nous, qu'est-ce qu'on va faire pour définir le polynôme d'un endomorphisme? On va injecter cet endomorphisme-là, U, on va l'injecter dans l'expression du polynôme. Donc, en d'autres termes, c'est comme si on va composer ce polynôme-là avec l'expression. Donc, on va, à la place de l'indéterminé, on va le remplacer par U. Mais, donc, d'une autre façon, qu'est-ce qu'on fait? On prend, si on veut, donc, on prend ça, on prend notre endomorphisme U et on prend ses puissances. Donc la puissance 0, la puissance 1, ça c'est l'identité, ça c'est U carré. Donc jusqu'à, par exemple, UN, on prend les puissances de l'endomorphisme. Et ici, il faut faire attention. Il faut faire attention que les puissances d'un endomorphisme, quand nous entendons U carré, ou bien F au carré, hein, ça dépend des notations. Si on note par exemple F, l'endomorphisme dans E, ça ne veut pas dire qu'on va prendre la fonction f de x et la mettre au carré. Pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on compose. C'est juste une notation. Donc si on prend UK, pour tout cas donc dans N, ça veut dire qu'on va composer la loi de composer. Et on va composer k fois. Ça y est. Donc, par exemple, comme la si on dérive une fonction u, je la dérive une fois, je mets u prime. Si je la dérive deux fois, je mets u seconde. Si je la dérive trois fois, je peux mettre donc 3 tirés. Mais si je la dérive 5 fois, est-ce que je vais donc faire des tirés comme ça? Donc il y a une notation standard. Donc
on écrit comme ça, donc entre parenthèses 50. Ça veut dire pas que je mets à la puissance 50, mais ça veut dire que je dérive u 50 fois. Donc, bonne chance à dériver u 50 fois. Mais quand on met à la puissance comme ça, u à la puissance k, ça veut dire qu'on compose u k fois. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va composer, on va prendre donc cette opération-là. Et on va prendre donc toutes les puissances. Mais ici, on parle de puissance par abus de langage. Donc U0, ça va nous donner l'identité U1, U jusqu'à UN. Et on va combiner par donc une combinaison linéaire. On va prendre des coefficients, par exemple A0, A1, A2 jusqu'à AN. On multiplie ces coefficients qui sont dans K. K étant R, pardon, ou bien C. Et donc, on fait la somme. Et on combine. Donc tout ça juste fait là, donc c'est P de U. Ça veut dire qu'on va prendre un polynôme qui déjà il s'écrit sous la forme de sigma AKX à la puissance K, et à la place de l'indéterminé, je pose U, j'injecte mon endomorphisme U, tout simplement. Donc, mais ça c'est le plan en détail. Et puis, mon polynôme qui appartient à encore K de X, pardon, et donc je compare et j'obtiens P de U qui est égal à sigma de K allant de 0 jusqu'à N, rien ne va changer, l'indéterminé va devenir notre endomorphisme U, donc identité, ici il faut faire attention qu'il y ait l'identité, c'est U à la puissance 0, c'est U à la puissance 0, comme là on a X à la puissance 0. Mais x à la puissance de 0 ici, ce n'est pas la même chose qu'avoir ici u à la puissance de 0. Voilà. Donc, ici, entendre remarque, donc u3, donc ce qu'on a déjà dit, donc à la puissance k, donc u composé k fois. Donc le p de u est un endomorphisme de e, il est dit le polynôme P. Donc voilà. Et ben non, c'est le polynôme associé à U, pardon. Le polynôme associé à U. Et oui, donc on se pose la question, pourquoi donc cette opération qu'on a juste fait, cette opération-là, donc ce qu'on a juste défini, est-ce que c'est une application? Bien sûr, on voit qu'on a une application, mais donc est-ce que c'est une application linéaire? Donc quelle est la structure? Est-ce qu'on a un morphisme? Donc on se demande, donc cette opération-là, elle va d'où? Dans où? L'espace de départ, c'est K de X. Donc on est allé de l'ensemble des polynômes, l'espace vectoriel des polynômes, vers L de E, parce que enfin, on obtient un endomorphisme. Parce que si je compose U, donc de E dans E, par exemple, K fois, je reste dans E. Je reste dans E. Toujours, je reste dans E. Si je prends ici un élément X, et je fais donc l'image, j'obtiens l'image, elle est dans E. Donc U carré de X, U carré de X, qui est U, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre déjà cette image, U de X, et je vais obtenir U de quelque chose d'un E qui est toujours dans E. Conclusion, donc, il s'agit d'un endomorphisme. Même les puissances, c'est d'un endomorphisme. Donc, l'espace, ou bien l'ensemble de départ, ça va être l'ensemble des polynômes. Donc, j'avais au premier un polynôme, et puis je suis donc dans l'espace d'arrivée dans l'ensemble des endomorphismes. Muni, donc K de X, il est muni de plus et fois. On peut donc, on sait que K de X muni de plus et fois, donc c'est un corps. C'est un corps. Et L de E muni de plus et rond, donc aussi c'est un corps. Donc, ça c'est un corps, ça c'est un corps. Mais plus que ça, qu'est-ce qu'on a? Je peux même unir ces deux ensembles, je l'ai oublié ici, donc on peut même unir ces deux ensembles du produit scalaire. Ils sont des corps et du produit, pardon, ici c'est le produit scalaire.
je peux les munir du produit scalaire. Et comme ça, je suis non pas dans un corps, trois lois, deux lois de composition interne, loi de composition externe. Du coup, j'ai créé un K-algèbre. Cette relation-ci qui va de le K-algèbre des polynômes, donc K-algèbre donc des endomorphismes, l'ensemble des endomorphismes, à qui on associe tout polynôme à P de U, c'est un morphisme d'algèbre. C'est un morphisme d'algèbre. On a ici trois lois. Donc ce morphisme, tout morphisme, il est caractérisé par l'image et le noyau. Donc l'image de Xi, c'est tous les PU tels que P, il appartient à K de X. Donc, par définition d'image, c'est tous les P de U tels que le P, il appartient à K de X. Et nous, les K de U. Quelle est la structure de l'image? La structure de l'image, donc c'est une sous-algèbre commutative. On va voir pourquoi commutative, mais donc c'est une sous-algèbre. Donc parce que par définition on a un morphisme d'algèbre, l'image c'est une sous-algèbre commutative. Le noyau, ce n'est pas une sous-algèbre, ce n'est pas un sous-anneau, c'est un idéal. C'est un idéal. Donc tous les P de X, maintenant on est dans l'ensemble donc des polynômes, sont tous les P de K de X qui appartiennent à K de X, tels que P de U est égal à 0 par définition du Kerr. C'est un idéal de K de X. Donc si on a donc l'image donc par l'application Xi qui nous donne l'image de Xi, c'est l'image de Xi, ça va être une sous-algèbre. Par contre, le retour inverse, l'image réciproque par Xi, qui va nous créer, on sait que l'image réciproque par un morphisme d'anneau, l'image réciproque par un morphisme d'anneau, donc, qui est donc du singleton 0, qui est donc le Kerr de Xi, c'est un idéal, pas une sous-algèbre ou bien un sous-anneau, ça n'existe pas. Donc le Kerr, il a une structure d'idéal. Voilà, et donc c'est une sous-algèbre commutative. Pourquoi? Donc parce que donc les P de U, ils sont commutatifs. On peut commuter. On va voir donc dans les exemples, bien dans les exercices, qu'on peut commuter donc les P et les Q. Donc maintenant, on a ici bien sûr si on prend deux polynômes, c'est un morphisme d'algèbre. Si on prend deux polynômes PQ, donc K de X, si je fais la somme, donc je peux avoir P de U plus Q de U. Donc ça, c'est le morphisme. Si je prends par exemple X, F de X rond Y, je vais avoir F de X étoile F de Y. Voilà. Donc ici j'ai la loi plus, et puis c'est P plus Q de U, c'est P de U plus Q de U. Et encore, on a la loi fois. Mais ici, il faut faire attention que le fois, il devient le rond. Tout simplement, le fois, il devient le rond. Morphisme. Ça, on utilise le fait qu'on a un morphisme. Ça, en ce qui se concerne, donc, le polynôme d'un endomorphisme qui s'appelle aussi donc polynôme associé à U. Rien à dire, c'est facile. Donc la partie c'est donc important, c'est de définir cette fonction-là, cette application, ce morphisme d'algèbre, et de penser donc à l'image et le Kerr. Donc on pense toujours à l'image et le Kerr et leur structure. Et on va donc exploiter l'image et le Kerr. Et l'image, on avait dit qu'on va noter par K de U. Alors, maintenant, ici, on a quelques donc, exemples. Pour ce qui suit, on va voir le théorème de décomposition des noyaux. Le théorème de décomposition des noyaux. C'est un polynôme, c'est un résultat très important, très intéressant. Alors nous, on va donner la formule générale, mais on va commencer que donc
le cas simple, le cas de polynôme, et puis on va généraliser et on va montrer. Donc, on va faire la démonstration de ce théorème-là, le théorème de décomposition des noyaux, pardon. Donc, on va prendre deux polynômes P1 et P2, tels que P1 est premier avec P2. Donc, voilà la condition. Donc, on va avoir, on prend deux polynômes et ils sont premiers entre eux. On prend un endomorphisme U dans L de E et on va avoir le caire de P1 fois P2 de U. C'est le caire de P1U qui est ensemble direct avec le caire de P2 de U. Donc, le théorème de décomposition des noyaux. Et ici, donc, entre deux polynômes qui sont premiers entre eux. Le théorème de décomposition des noyaux. Et voilà. Comment on va montrer dans le cas donc, de deux polynômes. Et puis, on va généraliser à PK polynôme. Deux à deux premiers, bien sûr. Donc, pour montrer ce résultat-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va généraliser le résultat. On a ici une égalité, là, procédant par double inclusion. Voilà, et il y a une implication donc, qui est un petit peu facile. On commence donc de l'autre sens. Si le x, c'est classique, pour montrer donc double inclusion. Si le x, il appartient à P1 de U, donc il appartient au caire, ça veut dire que P1 de U de x est égal à 0. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce x-là et l'appliquer donc à caire de P1, P2 et il doit être nul. Donc, P1, P2, U de x. On va utiliser donc les propriétés qu'on a. C'est P2 de U rend P1 de U, donc le morphisme d'algèbre de x. C'est P2 de U à P1 de U de x. Or, P1 de U de x, ici, donc c'est P2 de P1 de U de x. Or, P1 de U de x est nul. Là, voilà. Et on va avoir P1, P2 de U de x qui est égal à 0. Ainsi, le caire de P1 de U, il est donc inclus dans cet ensemble-là. Et de même façon, on peut montrer le caire de P2 de U qui est inclus dans le caire de P1 de P2 de U. Et puis la somme directe, c'est que la somme directe, elle va être incluse dans cet ensemble-là. Cette inclusion est facile. Maintenant, on va voir l'inclusion directe. Alors, on n'a rien fait déjà, on a juste pris, on a pris un élément ici. Donc, on a appliqué donc ce x-là à P1, P2 de U et on a trouvé le résultat. Maintenant, pour l'autre inclusion, montrons que donc si on a ça, donc on va avoir une somme directe. Donc cela est inclus dans ceci. Et donc on va montrer que le P1 de U et le caire de P2 de U sont en somme directe. Pour montrer qu'ils sont en somme directe, on va montrer donc ils sont tout d'abord que l'intersection est égale au singleton 0. Pour montrer que l'intersection est égale au singleton 0, on va exploiter qui sont premiers entre eux, que les polynômes P1 et P2 sont premiers entre eux. Si on n'avait pas besoin de cette condition, donc on n'allait pas l'avoir dans le théorème. On va l'utiliser dans la démonstration, dans cette inclusion, dans l'inclusion qui est directe. Donc maintenant, on va exploiter le fait que ces deux polynômes sont premiers entre eux et utiliser Bézout. Après le théorème de Bézout, donc il existe A et B deux polynômes tels que A fois 1, B fois P2 est égal à 1. Voilà. Et on peut donc ici composer par U. On va avoir A fois P1 de U plus B fois P2 de U qui est égal à l'identité. L'identité, il faut faire attention, ce n'est pas 1, c'est l'identité. Ici, on a un polynôme, j'ai composé par U, j'ai créé le polynôme associé à U, on va avoir l'identité. Et puis, on va utiliser toujours le fait que xi est un morphisme d'algèbre et exploiter donc que le fois, il devient le rond. Donc, le fait que c'est un morphisme
AU rang P1 de U plus BU rang P2 de U qui est égal à l'identité. Maintenant, soit X, on va prendre un X dans l'intersection. Tout ça, c'était du blabla. On va prendre le X qui est dans le cœur de P1 de U, inter P2 de U. Ça veut dire que, donc, traduction directe, que P1 de U de X est égal à 0 et P2 U de X qui est égal à 0, bien sûr. Alors, maintenant, on va utiliser tout ça. Si on applique X, on va avoir AU rang P1 de U de X plus BU rang P2 de U de X est égal à l'identité de X. Or, ça c'est égal à 0 et ça c'est égal à 0. On va avoir ici des 0, l'identité de X c'est X. Ici il y a beaucoup de parenthèses, donc ça c'est 0. L'application donc appliquée à 0, c'est 0. Et enfin ici on va avoir 0, 0, X qui est égal à 0. Donc l'intersection est 0. Donc il est réduit au singleton 0. Le ker donc il est donc l'intersection est réduite au singleton 0 bien évidemment. Mais ici on a utilisé donc beaucoup de choses. On a utilisé Bézout. Ok, on a pensé dans donc, les conditions pour appliquer le théorème de décomposition des noyaux, le TDN. On a vu que le P1 et le P2 doivent être premiers entre eux. On a exploité ce résultat en utilisant le théorème de Bézout. On a trouvé ces polynômes et on a utilisé aussi le fait que c'est un morphisme d'algèbre. Et puis enfin, on a montré que l'intersection est réduite au singleton 0. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Maintenant, on va montrer donc l'unicité de l'écriture et en même temps, n'oublions pas qu'on est en double inclusion. Donc, n'oublions pas ce qu'on veut montrer, que donc le résultat. On veut montrer que si on prend un X ici, donc le cœur de P1, P2, le tout de U, donc il va appartenir à la somme directe. Donc, on va prendre un X. Bon, on va prendre ici un X dans E, mais il appartient à PE, P2 de U. Donc, on sait que s'il est dans le ker, ça veut dire que P1 de U, de P2 de U de X est égal à 0. Mais on a que on a ici la commutativité. Si on a deux polynômes appliqués à U, on peut commuter, il n'y a pas de problème, il y a la commutativité. Pourquoi? Parce que on a K de U qui est l'image du Xi. On avait dit que c'est une sous-algèbre commutative. C'est tous les PU dans L de E tels que donc le P il appartient à K de X. N'oublions pas notre application Xi. Et on avait dit que c'est une sous-algèbre commutative. Donc ici on va exploiter ce résultat. La commutativité. Donc on peut ici avoir la commutativité, utiliser Bézout. On va faire entrer le polynôme A ici. Donc A P1 de U de P2 de U de X est égal à 0. On va utiliser là ici. Et ici on va introduire le B, donc le coefficient de Bézout qui est égal à 0. Donc on va avoir ici A P1 U P2 de U de X. On peut encore donc commuter. On va ici avoir P2 U de A P1 de U de X. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commuté ça avec ça, qui est égal à 0, et P1 U de quelque chose qui est égal à 0. Donc ce quelque chose, il appartient au ker. Donc le AP1 de U de X, il appartient au ker de P2. Le P1, il appartient au ker de P2. Et P2U de X, il appartient au ker de P1 de U. Donc voilà, ils sont dans le ker. Ainsi, X, il se décompose donc de la manière suivante. Il s'écrit sous forme de A P1U de X plus B P2U de X. Ça, ça appartient au ker de P2 de X et l'autre dans ker de P1 de X. Alors, et puis on ajoute que l'intersection est 0. Alors on a la somme directe et il appartient à la somme directe. Et en conclusion, le ker de P1 P2 de U
est égal à ker de P1 de U en somme directe avec ker de P2 de U. Ça, donc, c'est un cas particulier où on a seulement deux polynômes. Mais si on avait donc PK polynôme, si on avait par exemple 13, 14, ils doivent être premiers 2 à 2. C'est ça l'idée. Donc on va ajouter cette condition. Ils doivent être premiers 2 à 2. Et puis on va donc prendre un endomorphisme. Et voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on avait vu? Donc pour le cas de deux polynômes, ker de P1, P2 de U est égal au ker de P1 de U en avec le ker de P2 de U. Ça, c'était le cas où on avait deux polynômes. Si on avait trois polynômes maintenant, on va avoir P3 et on ajoute ensemble direct le ker de P3 de U. Donc, ainsi, si on a par exemple un produit, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est facile, on va avoir le ker du produit de K égale à R, donc de K égale à 1, donc la somme directe de K égale à 1 jusqu'à R, du ker des PK de U. Voilà. Et ici, c'est juste une généralisation, bien sûr. Voilà le théorème de décomposition du noyau en cas général. Et nous, on va donc utiliser un corollaire important de ce résultat. Et voilà le théorème. Comment on va montrer donc ce résultat? On va utiliser la récurrence. Quelle récurrence? Pourquoi on va utiliser la récurrence? Bon, ça c'est pour R supérieur ou égal à 2. Pour R égale à 2, c'est pas grave, on a le résultat, on a déjà montré, donc il y a quelques minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que ce résultat est vrai donc pour le rang R. Et on va montrer qu'il est vrai pour R plus 1. Ici, l'idée géniale qu'on va utiliser, c'est que nous, on a supposé qu'il est vrai au rang R. Donc, tout ça est vrai. Si on veut, par exemple, ajouter donc au rang R plus 1, on va utiliser, donc, on va exploiter, donc, pour le cas R égale à 2. Pourquoi? Par exemple, moi j'ai montré que deux polynômes, premier entre eux, ils nous donnent le théorème de décomposition de noyaux. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois montrer que pour, par exemple, ici, on a jusqu'à donc R, on a R polynôme premier entre eux, ils sont premiers, donc avec celui-là. Donc en général, R plus 1. Et voilà, donc R plus 1, c'est vrai. Donc c'est vrai pour R plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je dois montrer pour cela. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un groupement. C'est ça la raison pour laquelle on va utiliser la récurrence. Je vais prendre ce groupement-là. Je vais avec un groupement de 1. Et donc cette partie-là va représenter, pour le cas R égale à 2, donc cette partie en mauve. Et ici, on va avoir l'élément et on va conclure. Parce que moi, je l'ai montré pour 2. Maintenant, je vais montrer, donc, on va faire des groupements. Et grâce à la récurrence, c'est une récurrence forte, c'est une récurrence forte, oui, je vais donc supposer que c'est vrai pour tous ces éléments. Et donc, montrer pour R plus 1. Donc ça revient à donc, utiliser le résultat pour R égale à 2. Donc supposons que le théorème de décomposition de noyaux est vrai pour donc R et montrons-le pour R plus 1. On va prendre le polynôme premier 2 à 2. Donc leur produit, donc on va ici, voilà le groupement et voilà l'autre groupement. Donc en termes de produit, donc j'ai séparé ici le produit R plus 1, le produit de K égale à 1 jusqu'à R de PK fois P, ici c'est P de R plus 1. Voilà. P de R plus 1, il est premier avec les PK. D'après donc l'hypothèse et la condition nécessaire qu'on a donc imposée pour utiliser le théorème. PR plus 1, donc il est premier avec 1. Pour tout, donc ils sont premiers 2 à 2. Donc le PR plus 1, il est premier avec tout le monde.
Et donc, le produit, donc c'est l'arithmétique ici. Le produit de k égale à 1 jusqu'à r des pk est premier avec pr plus 1. Ainsi, d'après le cas r égale à 2, on a donc le quart de k égale à 1 jusqu'à r plus 1, la décomposition en somme directe. Ici, on a juste à utiliser l'hypothèse de récurrence, qui est donc le cas général. Donc, le quart du produit, c'est la somme des quarts. En somme directe avec le quart de pr plus 1 de u. Somme directe plus une somme directe, on va donc les concaténer, les joindre. Donc, et on va avoir le théorème qui est vrai pour r plus 1, d'où le résultat. Et comme ça, on a utilisé, pardon, comme ça, on a démontré le théorème de décomposition de noyaux dans le cas général. Et dans le cas particulier de R égale à 2. Voilà le théorème de décomposition des noyaux. Donc la démonstration, elle est importante. Donc on va utiliser ici, donc la remarque, on va utiliser la récurrence pour montrer ce résultat. On commence par le cas de R égale à 2, qui donc va constituer 70% du travail. On procède par double inclusion, comme on a vu. On va utiliser le théorème de Bézout, ça c'est très important. N'oublions pas d'utiliser le théorème de Bézout dans donc le cas de R égale à 2. Et puis une récurrence, on va utiliser donc par exemple 50 qui est égal à 49 plus 1. Des groupements tout simplement. Et voilà donc en ce qui concerne le théorème de décomposition de noyaux. Maintenant on va avoir le corollaire qui est important, qui donc il dit si P1 jusqu'à PR sont des polynômes irréductibles, donc ils s'écrivent sous une forme qui n'admettent pas de racines, on ne peut pas les factoriser. Des polynômes irréductibles, ce sont des polynômes qu'on ne peut pas factoriser, distant 2 à 2. Et alpha 1 jusqu'à alpha r, ce sont des scalaires, donc des entiers positifs, tels que leur produit est égal à 0. C'est le produit de pk à la puissance alpha k de u est égal à 0. Donc, on prend des polynômes irréductibles et à la puissance alpha k, donc ils sont égaux à 0. Donc, on va avoir E qui est égal à la somme directe k égale à 1 jusqu'à r des quarts de pk à la puissance alpha k u. En d'autres termes, ils sont supplémentaires parce que leur somme directe est égale à E, l'espace vectoriel tout entier. Pourquoi ça? Donc, c'est un corollaire, c'est un résultat direct du théorème de décomposition de noyaux qu'on a juste vu. Donc, analysons le théorème de décomposition de noyaux. Il nous dit que le quart du produit des pk, pardon ici cpk, de k égale à 1 jusqu'à r, c'est la somme directe de k égale à 1 jusqu'à r, pardon, des quarts de pk. Je n'ai pas ici, ok, on l'utilise. pk de u, ici de u. C'est ça le théorème de décomposition de noyaux. Et donc, voilà le théorème de décomposition de noyaux. Ils disent, eux, donc, où ils sont premiers entre eux. 2 à 2, donc ils doivent être premiers entre eux. Ici, on va voir dans la preuve que s'ils sont des polynômes irréductibles, distincts, ils vont être premiers entre eux, même à la puissance alpha k. Ainsi, pardon, c'est alpha k. Ainsi, si ce produit-là est égal à 0, on va ici avoir le quart de l'application de l'endomorphisme, le 0 des endomorphismes, qui est égal à une somme directe de k égale à 1 jusqu'à r, quart de pk alpha k à la puissance u. Mais ça veut dire quoi le quart de l'application nulle? L'application nulle, par définition, c'est donc elle va de E dans E, à qui elle associe tous les éléments de X à 0. Donc, c'est quoi le quart? Donc, c'est donc tous les X appartenant à E. On va donc aller pas à pas. C'est évident. Le quart de 0, donc cette application, c'est tous les X dans E, tel que le 0 de L de E est égal à 0. On va voir tous les X qui nous donnent 0. C'est E. Les X qui nous donnent 0. Donc, on applique cette application à tous les X, ça nous donne 0. Donc, tous les X de l'ensemble. Ça veut dire que le quart de 0, c'est E. Donc, ici, on va obtenir la somme directe. Donc, E.
Donc, ils sont supplémentaires. Donc, la preuve. D'après le TDN. Donc, ici, on a les pays, ils sont... Donc, ici, ils sont tout simplement premiers entre eux. Ils sont distants et irréductibles. Donc, ils vont être premiers entre eux. Donc, le Caire, d'après le théorème de décomposition du noyau, on peut ici élever à la puissance alpha k. Aucun problème. Et puis, on a juste vu donc la démonstration. Donc, le Caire, il va être égal... Le Caire de l'application nulle. Qui, eux, ils sont ensemble direct. Ça, c'est intéressant. Ils sont ensemble direct, ils sont supplémentaires. Ils engendrent tout l'espace vectoriel. Et voilà. Dans des exemples. J'ai eu un projecteur. Ça veut dire quoi un projecteur? Directement, U carré est égal à E. Alors, U carré moins U est égal à 0. Donc, U est égal à 0E. U facteur de U moins l'identité est égal à 0E. Donc, ici, on peut utiliser donc, le théorème de décomposition des noyaux. Ils sont premiers entre eux. Donc, on peut, si on voit le polynôme qui est, qu'on va lui associer le U, c'est x carré moins x, tout simplement. C'est x facteur de x moins 1. Ils sont premiers entre eux. On ne peut pas voir dans une phrase d'après le TDN. Sans avoir ici la condition donc, de premier. Qui sont premiers, il faut faire attention. D'après le TDN, non, on ne peut pas utiliser le TDN sans avoir, donc sans préciser et de citer, donc juste citer, qui sont premiers entre eux. Donc le théorème de décomposition des noyaux n'est vrai que dans le cas donc où les polynômes sont premiers entre eux. Alors, donc, comme ils sont premiers entre eux, alors d'après le TDN, on a le Caire de P1 de U, donc ensemble direct avec le Caire de P2 de U, et ça c'est 0, donc c'est E, donc on a déjà vu, ça c'est le corollaire. Donc le Caire de U est ensemble direct avec le Caire de U moins l'identité de E, et ça c'est l'image. Donc c'est pas grave, donc c'est égal à l'image. Donc voilà, on a trouvé, on a décomposé E à l'aide du théorème de décomposition des noyaux. En somme, donc direct, ils sont supplémentaires, c'est plus que somme directe. Et on a trouvé donc la décomposition supplémentaire de E. Voilà. La même chose pour la symétrie vectorielle. C'est quoi les projecteurs et les symétries? Ce sont des exemples classiques. La symétrie, c'est S au carré est égal à l'identité. Donc S carré moins l'identité est égal à 0. Ça veut dire que S moins, ici, voilà la faute, c'est S moins l'identité. Facteur de S plus identité est égal à 0. Le polynôme va être x au carré moins 1, x moins 1, x 1. Voilà. Premier, il n'y a pas d'après le TDN, ça c'est faux. On doit utiliser bien sûr comme x moins 1 et x plus 1, ils sont premiers entre eux. Alors, donc, ici encore on a le quart de S moins l'identité de E plus quart de S plus identité de E est égal à E. Donc, ensuite, pour montrer ces résultats-là, donc, avec d'autres méthodes, mais là, avec le théorème de décomposition des noyaux, c'est facile, c'est même pas deux lignes. Donc, ici, un autre exemple facile, j'ai un polynôme. Donc, j'ai pris une application qui vérifie un endomorphisme, qui vérifie U cube plus U est égal à 0. Le polynôme associé, c'est x cube plus x. Donc, x carré plus 1, encore comme x carré plus 1 est égal à 1. On va avoir théorème de décomposition des noyaux. Et voilà tout pour le polynôme d'un endomorphisme.